Énormément de monde s'intéresse au trading, surtout en France, mais trop peu comprennent ce que c'est un vrai marché, un marché régulé. Notamment, je pense au marché des futurs, parce que c'est celui que je traite tous les jours et que je mets constamment en avant dans la plupart de mes vidéos. Et avec les retours que je reçois, et aussi avec autrefois quand j'étais débutant, je me suis dit, il n'y a pas assez d'informations sur Internet et encore moins sur YouTube pour comprendre vraiment comment ce marché fonctionne. Donc je me suis dit, let's go faire une formation sur YouTube sur le fonctionnement du marché des futurs. Et donc pour ça, je vais prendre l'essentiel de tout le mécanisme du marché des futurs et rentrer en profondeur sans que ce soit trop technique, tout en schématisant et en le caricaturant et aussi en prenant des exemples pour qu'à la fin de cette vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre comment ce marché fonctionne et que ça n'a plus aucun secret pour vous. Et aussi qu'à la fin de cette vidéo, vous savez par quoi commencer et où aller et surtout avec qui travailler pour pouvoir faire vos premiers pas sur le marché des futurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on sait bien qu'avec l'essor des prop firmes, la question elle se pose plus vraiment de comprendre comment le marché des futurs fonctionne. Mais pourtant, c'est pas la vie, les prop firmes. C'est pas le trading non plus, le vrai business du trading, les prop firmes. C'est qu'un simple business dérivé qui vous offre peut-être un superbe effet de levier, mais elles imposent beaucoup trop de règles strictes, beaucoup trop de contraintes. Donc au départ, ça peut être super intéressant de passer par des prop firmes, et notamment je recommande des prop firmes futures et pas CFD. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente, CFD vs Futur. Mais à un moment, lorsque vous voulez avoir une totale liberté sur votre trading, notamment pour tester de nouvelles stratégies, ou parce que votre système ne respecte pas les règles imposées par les prop firmes, ou alors parce que vous avez réussi à trader et à encaisser beaucoup sur les prop firmes, et donc que vous voulez avoir une totale liberté et que vous avez des capitaux conséquents à louer à votre trading. Donc à partir de là, ça devient super intéressant de switcher de prop firme à votre propre compte. Et pour ça, il va falloir passer chez un broker futur. Et c'est à partir de là que j'interviens pour vous permettre de comprendre comment le business sur le marché des futurs fonctionne et comment la partie back-end, si j'ai envie de dire, donc côté broker, fonctionne sur le marché des futurs. Donc si vous êtes prêts pour cette formation et que vous êtes prêts aussi à recevoir des informations super riches, nulle part ailleurs disponible sur YouTube, let's go sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour beaucoup de monde au début, voire même pour les plus avancés, il peut être difficile de s'en sortir dans cette jungle qu'est le marché des futurs, notamment avec tous les brokers, toutes les plateformes, Sierra Chart, Bookmap, Cantower, Atas, Jigsaw, etc. etc. Les data externes, il y en a plusieurs, lesquelles choisir, je ne les connais pas, quelles sont leurs spécificités. Eh bien, pour ça, justement, il faut comprendre toutes les entités pour savoir comment ça fonctionne quand on place un trade. Et pour que vous compreniez tout ça, je vais vous faire un petit schéma où vous allez comprendre tout seul. Vous allez voir, ça va être super simple. Donc déjà, on commence avec la première partie qui est le front-end. Le front-end, c'est quoi? C'est simplement la plateforme sur laquelle vous allez placer vos trades. C'est la solution logicielle, c'est le software que vous allez utiliser, voire payer pour placer vos trades. Donc c'est celle-là, c'est le front-end que vous allez utiliser vous-même pour placer vos trades. Encore une fois, je le répète. Et donc le trade va être initié, lancé. Voilà pourquoi on appelle ça le front-end. Ensuite, derrière, vous avez le broker. Le broker. Donc, chez le broker, comment ça se passe de son côté? Vous avez, sur le marché des futurs, deux types de brokers. Le premier, ça va être l'introducing broker. Donc, on va appeler ça l'IB. Et de l'autre côté, vous avez les FCM. FCM, c'est les Futures Commission Merchant. D'où la traduction littérale du terme, le marchand de commission sur futur. Mais avant de rentrer en détail sur le broker, on va d'abord comprendre comment se passe l'infrastructure lorsqu'on place un trade, ou du moins aussi pour placer un trade. Donc déjà, vous avez besoin de fournir à votre plateforme un data live.
Sans data live, vous n'avez pas de flux. Donc, vous avez besoin de data pour voir le marché en live. Donc, les data live. Ces data live, elles vont être fournies par un data provider, donc un fournisseur de data. Voilà, un data feed provider, on appelle ça. Donc, ces data live, c'est simplement du data feed. On appelle ça comme ça, le flux des data. Voilà, en français. Donc, voilà, un data feed provider va fournir les data ces data, vous allez les connecter sur votre plateforme de logiciel. Mais lui, le data feed provider, il va recevoir les data directement de l'exchange. Donc de l'exchange en question, de là où il y a la bourse sur le marché des futurs. Notamment si c'est le CME, donc le CME, Chicago Mercantile Exchange, les boîtes qui fournissent le flux vont directement aller à Chicago choper les flux de l'exchange du CME. Donc l'exchange, il va vendre les data feeds au data feed provider. Le data feed provider va revendre ces data, donc ce flux, au data live, donc à l'utilisateur, et l'utilisateur va connecter ces data live sur sa plateforme, sur son logiciel. Donc voilà, ça c'est la première partie pour recevoir vos data. Mais ensuite, parfois sur certains logiciels, ou même, là on parle de data live uniquement, vous avez certainement aussi besoin de data historique. Et donc à ce moment-là, on appelle ça un backfill. Voilà, un backfill. Donc le backfill, ça va être une partie aussi des data feeds que vous allez connecter dans votre logiciel pour avoir les datas du passé, les datas historiques. Donc, soit ça peut être complètement une donnée complètement tierce par rapport au data live ou data feed, ou alors les deux peuvent être ensemble, peuvent être connectés. Donc le data feed provider peut potentiellement, enfin même là, clairement c'est la plupart du temps, fournir un backfill en plus des data live. Et en plus, on peut rajouter une dernière chose sur la partie front-end, ça va être le routing lorsque vous allez placer un ordre. Il va suivre une certaine route et donc on appelle ça le routing. Donc le routing, encore une fois, c'est simplement le chemin, la route, voire l'infrastructure que l'ordre que vous allez placer va utiliser pour être transmis jusqu'au marché final. Donc pour tous les traders aguerris, je suis sûr que ça c'est un petit rappel, ça fait pas de mal, mais je suis sûr que pour certains ça peut paraître complexe encore pour le moment tout ça. Et donc maintenant vous comprenez bien qu'il y a plusieurs intervenants pour qu'on puisse trader sur le marché des futurs. Et que l'idée dans ça, c'est que ce qui vaut de l'or, c'est de centraliser le maximum de choses. Pourquoi ? Pour faciliter toute l'infrastructure de votre trading, mais aussi pour pas se compliquer la tête et que ce soit le plus simple possible. Pourquoi ? Parce que parfois il peut y arriver des petits couacs lorsque vous placez un trade, c'est déjà arrivé, et chacun remet la faute sur l'autre. Vous allez placer la faute sur le logiciel va replacer la faute sur le data live. Donc le data live, c'est le data feed provider. Et le data feed provider va remettre la faute sur le logiciel. Et ainsi de suite. Et donc, au final, vous êtes perdu et vous pouvez rien faire en réalité. Donc c'est pour ça que... Et en plus de ça, si vous rajoutez encore un backfill fourni par une société tierce et que vous avez un routing super compliqué, c'est interminable, votre trading, votre infrastructure de votre trading, c'est juste interminable. Maintenant, pour illustrer tout ça, pour prendre un exemple, vous pouvez utiliser comme front-end, donc comme plateforme, la plateforme Sierra Chart, Cantower, Bookmap. Personnellement, j'utilise les trois. Voire maintenant, en ce moment même, moins Bookmap. Mais ensuite, vous pouvez connecter à ces plateformes un data live, data feed provider comme Rhythmic, pour avoir des data historiques, donc le backfill, vous pouvez connecter un DTNIQ par exemple, et comme routing, vous pouvez paramétrer à ce qu'en sorte votre trade suive la route, l'infrastructure de TT ou de CQG. Et à ce moment-là, si vous avez par exemple une infrastructure comme ça pour placer un trade sur le marché des futurs,
C'est un bordel. C'est un bordel. Je le déconseille à tout prix. Donc ce que je fais à titre personnel, pour vous donner un exemple, je trade directement avec mon compte propre, hein, bien sûr, hein, sur la plateforme Sierra Chart. Je connecte sur la plateforme Sierra Chart les flux CQG pour placer mon trade sur mon propre compte futur. Backfill, j'en ai pas parce que il est directement fourni par CQG. Donc allez, si vous voulez, je peux mettre CQG. C'est les mêmes. Et routing, pareil, c'est CQG. Donc en fait, voilà, en ce moment, ça va être de plus en plus le cas où les data feed providers, en fait, vous fournissent l'historique aussi et bon, tous ne fournissent pas l'infrastructure pour le routing, mais certains le permettent, comme CQG, les gros poissons en tout cas. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, tout le monde peut comprendre que là, à ce moment-là, vous avez centralisé votre infrastructure. Et ça, vous êtes beaucoup moins exposé à avoir de problèmes lorsque vous allez placer un trade. Donc la faute, elle peut que être à Sierra Chart ou à CQG. Et même, vous n'avez plus besoin de connecter et de vous complexifier la vie à connecter je sais pas combien de data pour avoir toutes les informations, etc. et de faire compliqué alors qu'on peut faire simple, justement. Donc voilà, ce genre d'infrastructure, je vous conseille d'appliquer. Là, vous avez CQG, vous avez Rhythmic, vous avez Titi, mais Titi va falloir aussi trader directement sur la plateforme Titi, donc Trading Technologies. Voilà. Voilà pour cette partie du front-end. Et maintenant, parlons des brokers, la fameuse partie. Donc, comme je vous ai dit, vous avez l'IB et les FCM, les Futures Commissioned Merchant. Donc, pourquoi il y a deux brokers différents ? On va commencer par l'IB. L'IB, l'Introducing Broker, d'où son nom, Introducing Broker, broker d'introduction. C'est celui qui il ne possède pas d'infrastructure pour aller exécuter votre trade auprès de la bourse. C'est celui, en fait, qui va être limite entre les deux là, qui va être limite, qui va se placer entre le broker et le vrai broker et le front-end. Donc, s'il ne possède pas d'infrastructure pour placer votre trade, qu'est-ce qu'il fait ? Il va simplement s'occuper du service client, du marketing, de recevoir vos documents, de s'occuper de tous ses clients en fait, de tous ses clients. Chose que le FCM, le Future Commission Merchant, par définition n'aura pas le temps de faire parce que il est beaucoup trop gros et c'est pas son business en soi de faire le service client, le marketing, aller chercher des clients ou quoi que ce soit. Lui, son business, c'est de faire du trading, de l'exécution, de la gestion de compte, etc., etc. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà. Donc c'est deux business différents en soi. L'un va travailler avec les petits et l'autre va travailler avec les gros, comme de très grosses entités, de très gros traders, ou alors, voire même de très gros IB, de très gros introducing brokers. Donc les IB, forcément, ils vont aussi travailler avec des FCM pour pouvoir placer les trades de ses propres clients directement au FCM. Mais ça peut arriver, voire même de plus en plus, surtout depuis ces 10 dernières années, que les FCM ont deux structures juridiques distinctes, différentes. Et donc, ça veut dire que une va faire office de FCM, et l'autre va faire office d'IB. Donc, c'est la même entité, c'est la même entité, c'est la même boîte, mais voilà, elles ont distingué deux business différents pour que l'un s'occupe du FCM et l'autre s'occupe du IB, mais que ça reste dans la même entité pour pouvoir plus se développer. Et après, je vais y venir, je vais te montrer des exemples concrets, mais en tout cas, c'est de plus en plus le cas. Et donc, l'idée, c'est qu'on va travailler avec ce genre de société. Donc là, je vais vous montrer le tableau de tous les FCM, mais pour vous donner un exemple, j'ai toujours tradé avec AMP.
AMP Future. Et eux, AMP Future, ils font ça. Ils ont une partie FCM et une partie IB. Et donc, ça fait qu'ils sont accessibles aussi pour les petits poissons, les petits traders retail comme nous. Alors que vous verrez jamais un FCM comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, gérer ou travailler avec des petits traders qui ont des comptes à 10 000, 50 000. Vous verrez, mais jamais ça n'existera pas, ils s'embêtent pas avec ça. Et vous verrez pourquoi. C'est seulement maintenant que je me rends compte que j'ai caché l'IB, mais voilà, donc j'ai écrit IB, il y a rien d'autre que j'ai écrit que vous avez manqué. Si vous m'écoutez, vous avez toutes les informations. Donc maintenant, si vous tapez sur Google FCM list, vous allez tomber sur la liste des FCM, donc par exemple, celle-là, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est du 2020, ça nous intéresse pas, on cherche la plus récente. Là, on a du 2022. Où est-ce que... Voilà, là, on a du 2023. Voilà. Donc là, ça commence à être intéressant. 2023, voilà, il y a 1 an et demi à peu près, on a donc les plus gros FCM ici. Donc vous voyez, si je zoome, JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, etc., etc. Citigroup, Interactive Brokers, Wells Fargo, voilà, BNP Paribas, eh bien, tous ces noms que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, Deutsche Bank, eh bien, vous comprenez maintenant ce qu'ils font concrètement. Ce sont des banques, pour certaines, pas toutes, Charles Schwab, très connu, mais ce sont des FCM. Et voilà ce que c'est leur business model. Leur business, c'est de gérer des comptes et d'assurer les comptes de leurs clients. Et ici, vous voyez qu'ils sont classés par les comptes des clients ségrégés. Voilà, et dans l'ordre décroissant. Donc là, JP Morgan, vous avez vu quand le 30 novembre 2023, ils avaient quasiment 41 milliards d'assets, customer assets segregate, donc d'actifs clients en ségrégé. Que maintenant, si vous prenez le premier lien là, vous prenez le premier lien et vous allez donc 2025 et là vous faites Excel. Ça va vous donner tous les FCM les plus récents, donc les Futures Commission Merchant et même les Retail Foreign Exchange Dealer, donc sur le Forex, les plus récents, donc en date du 31 mars 2025. Donc c'était c'est récent, c'est en ce moment. Le 31 mars, c'est la date la plus récente qu'on a, en tout cas sur les Futures Commission Merchant. Du coup, je les ai classés pareil dans l'ordre du plus gros au plus petit. Donc en fonction du Customer Asset in Seg, donc des comptes clients ségrégés. Et vous voyez que JP Morgan ne sont plus à 41 milliards, mais ils sont à 57 milliards. Donc en 1 an et demi, vous voyez qu'ils sont montés en puissance. Pour la plupart, ils sont montés en puissance, comme genre Deutsche Bank. Là, de noms, enfin je me souviens de comparer avant, BNP Paribas aussi. Et certains ont diminué, ont régressé, voire même sont complètement partis du classement. Et là, vous voyez qu'en fait, détenir un compte futur, juste le fait d'avoir un compte futur, c'est déjà un risque en soi. Pourquoi ? Parce que si vous détenez un compte futur chez un FCM, peu importe sa taille, ça reste, enfin, il y a de plus en plus de risques, bien sûr, s'il est petit, que comparé à JP Morgan ou Goldman Sachs, mais certains baissent dans leur classement parce qu'ils ont de moins en moins de comptes Customer Asset in Seg. Et ça veut dire qu'ils sont de plus en plus enclins à faire faillite. Donc, ce n'est pas une sécurité d'avoir un compte sur Futur. Ça, déjà aussi, bien sûr, il faut l'avoir en tête, que avoir un compte Futur, ça représente un risque, et trader sur les futurs, ça représente aussi un risque très conséquent, parce qu'après, on va voir l'effet de levier. Voilà, comme ça, les bases sont posées et que j'ai averti qu'il y a un risque malgré tout. Mais on fait du trading, donc à un moment, pour gagner, il faut aussi prendre du risque. Donc on va faire le tour, voir ceux qui sont très connus et aussi voir ceux qui sont accessibles pour nous, traders retail.
Donc JP Morgan, tout le monde connaît, 57 milliards de comptes clients ségrégés, c'est énorme, c'est énorme. Goldman Sachs, 38 milliards. Morgan Stanley, 30 milliards. BofA Securities, 29 milliards. SG America, Citigroup très 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 connu aussi, 17 milliards. Barclays Capital, BNP Paribas, 8 milliards 9. Interactive Broker, très connu. Beaucoup de monde les recommande parce que justement, ce sont des très gros poissons et surtout accessibles pour ceux qui ont des petits capitaux, mais aussi pour ceux qui ont des très très gros capitaux. Donc, ils sont assez accessibles et ça peut valoir le coup de trader chez eux. Et vous comprenez maintenant, pour ceux qui ont déjà entendu parler d'Interactive Broker, ce que c'est réellement. Eh bien, c'est simplement un Futures Commission Merchant. Sauf qu'ils sont accessibles, mais c'est pas adapté car justement, il n'offre pas la possibilité de travailler avec des plateformes tierces. Donc, le front-end, vous ne pouvez pas avoir un autre front-end que la plateforme d'Interactive Broker. Et ça peut être chiant clairement parce que vous n'avez pas forcément envie de traiter directement sur la plateforme d'Interactive Broker. En plus, c'est pas la plus intuitive des plateformes. Ensuite, Wells Fargo Securities, très connu aux États-Unis. Marex, mais pas accessible. Marex Capital, accessible, mais uniquement pour ceux qui font du prop. Mizuho Securities, aucune idée. ADM Investor, UBS Securities, très connu. RJ O'Brien Associates, accessible. StoneX Financial, RBC Capital Market, HSBC Securities USA, connu aussi. ABN AMRO Clearing, Macquarie Futures, Deutsche Bank, pas accessible évidemment. Santander US Capital Markets, Wedbush Securities, accessible. Trade Station Securities, très connu, accessible, mais pareil qu'Interactive Broker, c'est pas adapté pour le front-end, pour utiliser une plateforme tierce. Donc, c'est accessible, mais c'est pas intéressant. Mais Trade Station sont de très gros poissons, et vous voyez qu'ils ont 1 milliard de comptes clients ségrégés, donc c'est pas mal. Philippe Capital, ils sont accessibles, mais je l'ai pas mis en jaune parce que je les recommande pas intéressant. Charles Schwab Futures and Forex, très connu, mais faut de la taille, faut un gros compte pour pouvoir trader chez eux, mais accessible. Clear Street, connais pas, plus 500 US Financial Services, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Je crois que les connaître, mais je sais pas. Donc je l'ai pas mis en jaune. Advantage Futures, accessible. Straits Financial, pas accessible. Manua, pas accessible. McVin Trading, pas accessible. Hayden Road, pas accessible. Dorman Trading, accessible. Ninja Trader Clearing. Je pense que tout trader qui a un minimum d'expérience a déjà entendu parler de Ninja Trader. Vous voyez que maintenant, c'est aussi un FCM en plus d'être une plateforme. Donc, c'est pas n'importe qui. Et vous voyez, ils ont 292 millions de comptes clients. Donc voilà, Ninja Trader peut être intéressant de passer chez eux directement, donc comme FCM. GH Financials, Apex Clearing Corporation. Donc Apex Clearing, c'est pas Apex Trading de la propre firme, c'est Apex Clearing. C'est encore autre chose. C'est un vrai FCM quoi, mais qui a le même nom qu'Apex qu'on connaît de propre firme. UBS Financial Services, donc pas accessible. Nomura Securities, pas accessible. CHS Hedging, pas accessible. E-Trade Future, accessible. Iron Beam, pas accessible. AMP Global Clearing. C'est ceux que je vous recommandais, et c'est ceux-là, donc ouais, vous voyez, ils ont 94, oh là je vais y venir, c'est super intéressant, 94 millions de dollars de comptes clients ségrégés. Et c'est ceux-là que je recommande, parce que c'est eux qui offrent les plus faibles marges en day trading, et je vais vous les montrer après, et qui sont les plus costauds, les plus respectables. Et eux font office d'introducing broker, donc IB, et FCM. Donc, voilà, lorsque vous allez chez eux, vous avez directement un compte futur, et votre compte futur sera directement exécuté par l'exchange via AMP, tout en offrant de faibles commissions. Alors que les commissions chez les autres, je les connais pas, mais en général, elles sont quand même plus chères. Alors que
Justement, l'idée, c'est pas parce que vous passez par un FCM directement qu'il va vous offrir de meilleurs tarifs, de meilleures commissions. Pourquoi? Parce que eux, ils gèrent, vous voyez les sommes qu'ils gèrent, hein. C'est des grosses sommes, hein. Même les petits là, c'est quand même des millions, hein. Donc, ils vont pas s'embêter parce que si vous allez chez eux, vous faire des promos, des offres intéressantes. Ça les intéresse pas. C'est tout là, l'art finalement d'ajouter une partie tierce, un prestataire entre le FCM et vous, donc qui va être l'IB, l'introducing broker, pour bénéficier de tarifs avantageux. Parce que lui, l'IB, il va profiter de cette économie d'échelle pour aller ensuite chez le FCM et dire, regarde, j'ai beaucoup de clients, c'est moi qui gère les clients, mais j'ai besoin d'un FCM, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'exécuter les ordres. Et donc, voilà, je t'apporte du gros volume, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de volume, bien sûr, beaucoup de transactions. Donc voilà, je t'apporte tout ça, mais en échange, je veux des tarifs, des offres. Et c'est à ce moment-là que le FCM va faire des offres à l'IB et que l'IB va pouvoir vous permettre de profiter de tarifs avantageux. Donc en fait, en faisant comme ça, tout le monde est gagnant. Et c'est pour ça que il est intéressant pour nous de passer directement chez des IB, des Introducing Brokers. Et pour ça, AMP, ce sont les meilleurs à ma connaissance. Et ça date pas d'hier, ils sont toujours là et ils commencent à monter petit à petit dans le tableau. Autrefois, il y a 3 ans, 3-4 ans, ils étaient toujours pas dans le tableau. Là, vous voyez qu'ils sont quand même vous voyez ici à la 43e position. Donc finalement, on voit qu'ils sont en train de monter en puissance et que c'est pas n'importe qui. Je toujours tradé chez AMP. Autrefois, vers 2020-2021, ils avaient un service client lamentable, mais ils l'ont travaillé, ils l'ont amélioré, ils ont amélioré leur IB et maintenant, ils ont un superbe service client, ils ont une superbe offre, toujours des commissions très intéressantes et aussi, surtout, des marges très faibles. Donc les marges, je vais y venir, mais les marges, c'est le capital nécessaire pour placer un trade. Et vous voyez que malgré tout, ils ont seulement 94 millions de comptes clients, de dollars, de comptes d'assets, donc d'actifs clients ségrégés. 94 millions. Et je peux vous garantir qu'ils en ont des clients. Ils en ont. Donc vous voyez que et là, en fait, on remarque qu'avec ça, là c'est concret, hein, je peux pas faire plus concret que ça, hein, que la somme des traders retail sur le marché des futurs, et donc sur le vrai marché en bourse, c'est que dalle, c'est peanuts, on n'est rien du tout, on est une goutte dans l'océan comparé à les gros poissons qui gèrent 57 milliards, 38 milliards, 30 milliards, 29 milliards. Regardez AMP qui est très accessible, ils ont seulement 94 millions. Donc c'est rien du tout. Donc vous voyez qu'en fait, les retail ne peuvent pas du tout influencer les marchés ou quoi que ce soit avec leur petite taille. Même si on se met tous ensemble, on n'a aucune influence contre des gros poissons comme ça. Et là, ça nous permet vraiment de s'en rendre compte. Donc si à l'avenir vous entendez que il y a certains retail qui, s'ils se mettent tous ensemble, ça peut faire bouger le marché ou quoi que ce soit. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Le marché, croyez-moi, il se fait. Le marché, s'il va bouger, c'est grâce et à cause des institutionnels, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, les institutionnels. C'est eux. Ou du moins en partie. Une partie des institutionnels, c'est eux. Alors que tous les retail, ils sont là. Et c'est pas une partie des retail, c'est vraiment tous les retail sont là-dedans. Et croyez-moi que ça suffit pas, en tout cas pour faire bouger les marchés. Ensuite, Coinbase Financial Markets, celui-là tout le monde le connaît, et je ne savais même pas que c'était un FCM. C'est en préparant cette vidéo que j'ai remarqué, je fais waouh, ah ouais, Coinbase, c'est pas rien en fait, hein, ils sont quand même bien montés en puissance. Et ils ont 77 millions de comptes clients, d'actifs de comptes clients ségrégés. Et bien sûr, Coinbase Financial Markets est accessible.
Direct Access USA, pas accessible. Midco Commodity, pas accessible. Robinhood Derivatives, tout le monde a entendu parler. Bien sûr, ils sont accessibles. Et regardez, ils gèrent que 32 milliards. Enfin, 33 quasiment. Millions, pardon. Webull, NatWest, Cantor, Bitmonial, Daiwa, Lime, Curvature, Security, FNO Financial, Gain Capital Group accessible. Mais je suis pas certain qu'ils offrent la possibilité de pouvoir trader pareil une autre plateforme que la leur. Jefferies, MFI, Funding, Mind Brokers, Oanda Corporation, je suis sûr que tout le monde connaît ça aussi. Quand vous tapez sur TradingView, si vous voulez voir des paires de Forex, vous avez Oanda. Et ils ont racheté il y a quelques mois, je sais plus quel exchange, je sais plus, mais ils ont racheté un autre exchange. Donc, on voit que justement Honda sont en train de monter en puissance tout doucement. Et donc ils sont évidemment accessibles. Du moins quand vous tradez le Forex, ça passe chez eux en tout cas. Hein. Scotia, Tatsfic et Trading.com Markets. Ça, pareil, ça me dit quelque chose, donc je l'ai mis en jaune. Mais bon, je conseille pas forcément de passer chez eux pour trader les futurs, ni chez lui d'ailleurs. Parce que voilà, vous voyez, il n'y a pas de données. Mais en tout cas, ce sont des noms qu'on connaît. Donc voilà, à partir de là, les sociétés et les FCM que vous voyez qui sont écrits ici, ce sont des FCM qui sont, comme je l'ai dit avant, respectables, qui sont bien en place et qui sont costauds. Et leur solidité, elle peut être mesurée en fonction des clients, des actifs de leurs clients qui sont ségrégés. Donc évidemment, JP Morgan, qui possède 57 milliards, est beaucoup plus solide qu'AMP. Mais malgré tout, AMP, 94 millions, croyez-moi qu'ils ne sont pas prêts de disparaître demain. Et voilà, maintenant vous avez compris normalement ce que c'est les brokers et les deux différents brokers. L'IB, l'Introducing Broker, chez lequel vous allez devoir parler et créer votre compte. Et ensuite, comment ça se passe derrière, en back-end, avec le FCM. Et maintenant, pour comprendre autre chose sur le marché des futurs, donc là, vous avez déjà compris bien le mapping, l'infrastructure, les flux, les data providers, le front-end, la plateforme, etc. Donc là, vous avez les bases du fonctionnement des marchés des futurs. Maintenant, lorsque vous allez vouloir trader un marché, il va falloir connaître son ticker, enfin le ticker, le code, et le code de votre marché. Par exemple, le ticker, enfin plutôt sur le marché des futurs, on parle plutôt de code, et sur le marché des actions, on parle de ticker. Donc c'est pour ça que je dis ticker. Par exemple, Apple, Apple ne s'appelle pas Apple comme ça, pardon, en bourse. Ça va être son ticker, ça va être AAPL. Voilà, ça va être son code, son ticker en bourse pour pouvoir retrouver l'action. Et c'est la même chose sur le marché des futurs. Donc, ce que je trade principalement, c'est les indices. Donc là, on va parler des indices. On va prendre le Nasdaq, mon marché favori. Donc le Nasdaq, ça va être le NQ. Donc le code du Nasdaq, ça va être le NQ. Maintenant, donc si vous voulez trouver le Nasdaq sur votre plateforme de trading, TradingView, ou alors une autre plateforme, Bookmap, Sierra Chart et tout, chacun a son propre ticker, mais en général, le ticker, le code officiel, il va commencer avec ça. Et donc ça, c'est la base du code du Nasdaq. Et ça va continuer avec une échéance. Donc là, je ne vais pas expliquer pourquoi le marché des futurs a une échéance. Ça, c'est la base de la base des marchés des futurs. Et ça n'a pas lieu d'être dans cette vidéo. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à regarder sur Internet. Ou alors, j'ai même fait une formation débutant trading sur ma chaîne YouTube que je vous invite à voir. Et je crois que j'en parle dedans. Mais donc, le marché des futurs a des échéances. Et sur le marché des indices futurs, il y a 4 échéances. Donc, une échéance par trimestre. Et en l'occurrence, donc la première échéance, ça va être en mars. Et l'échéance mars, ça va être le sigle, enfin la lettre A. Ensuite, c'est c'est l'échéance juin. Donc l'échéance juin, c'est M. Ensuite, c'est l'échéance septembre. Et enfin,
l'échéance décembre, Z. Mon écriture est terrible, hein. C'est dur d'écrire avec une souris. Et à ce moment-là, si vous êtes en janvier, eh bien, vous allez travailler le contrat Nasdaq Mars, à échéance Mars. Et donc, à ce moment-là, ça va être le NQH et la dernière année de votre année actuelle. Donc, on est en 2025, donc ça va être NQH5. Voilà le ticker, le code officiel pour trader le Nasdaq à échéance mars 2025. Et si vous êtes voilà, là on est en fin mai, début juin, eh bien ça va être, au lieu de H, ça va être M, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après juin, quand le contrat sera expiré, eh bien ça va être U, et donc va falloir changer de marché, faire le rollover pour passer sur le Nasdaq à échéance septembre. Donc voilà pour le Nasdaq. Et maintenant, comme autre marché très connu, c'est le S&P 500. Le S&P 500, donc voilà, là on a les traders retail qui ont connu que les CFD, et donc qui appellent ça le SP, le S&P ou quoi que ce soit. Mais pour les vrais traders qui tradent sur futur, enfin personnellement moi je l'appelle pas du tout le S&P 500, mais je l'appelle l'IS. Pourquoi? Parce que le code sur le marché des futurs, c'est IS, en anglais, ES. Et là, pareil, admettons vous êtes en août, donc ça va être, vous allez trader l'IS à échéance septembre. Donc ça va être ISU et 5 si vous êtes en 2025. Si vous êtes en 2026, ça va être 6 tout simplement. Donc ça, c'est si vous voulez trader le S&P 500, le mini S&P 500 à échéance septembre de 2025. Donc voilà ce que vous allez taper comme code, ou du moins rechercher comme code. Et maintenant, on a, je sais, beaucoup de traders de Dow Jones, sur le Dow Jones, ou du moins beaucoup de traders qui aiment trader le Dow Jones. Et donc là, ça va pas être DGI ou je sais même US30, voilà, ça c'est CFD, US30, ça n'existe pas. Sur le marché des futurs, c'est simplement le YM, on l'appelle en anglais. Donc pareil, si vous êtes en septembre, octobre, novembre, et voire même jusqu'à décembre, vous allez trader le YM Z, donc à échéance décembre, et 5 parce qu'on est en 2025. Donc ça, c'est le ticker du Dow Jones, YM. Donc c'est pour ça qu'il faut les connaître, le NQ, l'IS, le YM. Et ça, c'est les marchés principaux sur les marchés des futurs indiciels, enfin les plus communs en tout cas. Maintenant, ils ont un effet de levier énorme. Du moins, il faut avoir des gros capitaux pour pouvoir les trader parce que la taille est très importante. Je vais y venir juste après. Mais avec le temps, il y a, je crois, 5 bonnes années, voire même un peu plus, le marché des futurs, donc les exchanges, ont créé des nouveaux marchés plus accessibles pour les retail, pour les petits, donc comme nous. Et donc à ce moment-là, donc ça c'est les mini, on appelle ça les mini, le mini YM, le mini NQ, le mini IS. Et donc ils ont créé, pour rendre le trading futur plus accessible, ils ont créé les micros. Et à ce moment-là, pour trouver le marché des micros, donc c'est tout divisé par 10, la taille, vous rajoutez simplement un M. Donc MYM, MNQ, MIS. Voilà. Et donc ça, c'était une partie importante que j'étais obligé d'expliquer pour que vous puissiez, que tout le monde puisse comprendre comment ça se passe et comment on cherche un marché sur le marché des futurs. Et donc pour trouver par exemple le Nasdaq, donc là je suis sur TradingView, tout le monde connaît cette plateforme, je veux chercher le NQ, donc le Nasdaq. Le Nasdaq futur, bien sûr, hein, pas, je vais pas taper Nasdaq et je vais prendre un faux Nasdaq US Tech 100 Cash de chez IG ou prendre n'importe quelle autre connerie là, Index, Black Bull, enfin je sais pas quoi. On va prendre le vrai Nasdaq futur ou alors ni même un ETF. Je sais qu'il y a des ETF, funds, voilà, par exemple le QQQ, très connu. Mais voilà, vous allez avoir en fait de faux prix comme ça, des 212 et tout, parce que c'est des ETF et pas le vrai marché Nasdaq. Donc à ce moment-là, vous allez taper simplement NQ, comme je vous l'ai dit, dans All, et il va directement vous proposer, enfin normalement, et si vous ne le propose pas, vous allez dans Futur, mais il va vous proposer le
E-mini Nasdaq 100 futur. Et à partir de là, vous avez donc le vrai marché futur. Et ce qui est superbe avec TradingView, c'est que il vous fait le rollover, donc le changement automatiquement à partir d'une date donnée. Genre là, le 18 mars 2025. Donc c'est pas vous qui allez changer de contrat manuellement, alors qu'il va falloir le faire sur quasiment toutes les autres plateformes, quasiment. Mais TradingView vous le fait automatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a une flèche à chaque fois là. Donc il fait le rollover de contrat en contrat. Là, 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 là. Voilà. Donc là, le 16 juin 2025, on va passer du NQM, donc qu'on a en ce moment, au NQU 2025. Et c'est aussi pour ça, là, comme par hasard, si là, voilà, on en a un, que lorsqu'on change de contrat, on a des gaps. On a des gros gaps. Parce qu'on a les contrats ne cotent pas le même prix. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gaps. Et souvent ces gaps sont quand même comblés. Et on peut le voir en tout cas sur TradingView. Là vous voyez, regardez un autre gap. Et ben, il a été comblé, celui-là, il a été comblé, ben là, tu vois. Donc ça reste intéressant quand même de comparer les contrats entre eux, parce que les gaps sont malgré tout comblés. Donc voilà comment trouver un marché sur futur sur TradingView. Par exemple, l'IS, je sais même plus comment ça s'appelle l'IS sur CFD, mais vous allez taper IS, et pareil, vous prenez le premier, et ça va vous proposer directement l'IS en ayant tous les rollovers à la suite. Alors que si vous voulez un marché spécifique, genre le futur juin 2025, donc le marché actuel, vous allez prendre celui-là. Mais là, il n'y aura pas de rollover. Donc ça va être vraiment typiquement le contrat IS S&P 500 à échéance juin 2025. Donc là, vous voyez qu'il y a zéro volume. Mais lorsque le contrat échéance mars est terminé, tout le monde fait le rollover sur juin et donc trade le marché juin. Et c'est pour ça que là, il y a beaucoup de volume et que ça devient intéressant à trader parce que tout le monde le trade. Parce que tout le monde trade le marché à l'échéance la plus courte. Ça, c'est aussi important à savoir. Mais sur TradingView, on se casse pas la tête. En tout cas, hein, on prend celui qui a l'échéance, qui fait l'échéance automatiquement. Et maintenant, pour trouver les détails d'un marché sur les futurs, eh bien, notamment sur le CME, hein, donc qui est les futurs aux États-Unis, il y en a d'autres des marchés comme ICE, mais vous allez donc sur leur site internet et là, vous avez toutes les informations. Donc là, je suis sur le CME Group et donc là, vous descendez tout en bas et vous voyez All Exchanges. Nos échanges, ils en ont plusieurs, le CME Group. Ils ont le CME, ils ont le CBOT, le NYMEX et le COMEX. Donc là, vous prenez par exemple le CME, vous faites View All Products, et là, vous voyez que vous avez les 4 exchanges. Le CME, qu'est-ce qu'on a? On a certains types d'agriculture, on a du Forex, donc vous pouvez trader du Forex, bon ça c'est des options. Ensuite, vous avez des equities, la météo, Amsterdam, je ne savais même pas que vous pouvez trader la météo. Atlanta, Seasonal Trips Options, Futures, et bref, on va voir là, si vous voulez trader l'AUD, l'Australian Dollar Futures, mais sur Future, vous pouvez trader le Bitcoin, il est là le Bitcoin, et en fait vous voyez que vous avez plusieurs marchés par exemple sur le Bitcoin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les indices, donc on va chercher par exemple le mini Nasdaq, donc qui est le vrai marché. Là vous voyez E-mini Russell 2000, donc aussi très intéressant à trader. E-mini Euro Forex Future, donc si vous voulez trader l'euro. Voilà, là on arrive dans le E-mini Nasdaq et vous voyez qu'il y en a aussi plusieurs. Et donc comment savoir lequel? E-mini Nasdaq Composite Futures, ça c'est le vrai Nasdaq qui englobe toutes les actions technologiques, mais c'est pas celui-là qu'on veut. Nous on veut le Nasdaq 100 et là vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc ça c'est des options. Option E-mini Nasdaq 100 Future. Voilà, c'est le plus simple. Vous cliquez dessus et là ça vous mène au vrai contrat. Là, on vous donne le code NQM5 et vous allez dans Overview si vous voulez lire toutes les informations ou alors dans Spec pour voir la taille du Nasdaq.
Et là, vous voyez que 1 point, c'est 20 dollars. Et notamment, donc là, vous voyez les heures de cotation du Nasdaq et le minimum price fluctuation. Donc, ça veut dire que le Nasdaq, la minimum de fluctuation de prix du Nasdaq, c'est de 0,25 points. Et 0,25 points est égal à 5 dollars. Et comme dans un point, il y a 4 ticks, donc un tick c'est 0,25, donc 5 fois 4, ça fait 20. Donc un point sur le Nasdaq vaut 20 dollars. Et le Nasdaq, vous savez très bien si vous le connaissez, croyez-moi qu'il fait, il fait 10, 20, 50 points très facilement. Tout dépend de sa volatilité, bien sûr, mais en forte période de volatilité, vous voyez que c'est super dangereux si vous n'avez pas les capitaux de trader le E-mini Nasdaq 100. Parce que c'est 20 dollars et il peut faire 100 points comme ça, et 100 fois 20, bah, ça fait 2000 quoi. Donc ça peut être 2000 dans votre sens comme dans le sens inverse. Et en général, quand vous faites du gambling, ça va jamais dans votre sens. Et voilà, donc ça c'était pour vous montrer comment rechercher les informations sur un marché que vous ne connaissez pas. Là par exemple, vous avez le E-mini S&P 500, mais sur options. Donc là, si vous voulez trouver le bon il est là. Et pareil, comme je vous ai dit, donc le code c'est l'ISM5, pareil. Et vous voyez que le point c'est 50 dollars. Et donc pareil, le minimum fluctuation c'est 0,25 et qui est égal à 12,50. Puis ensuite, vous avez des autres marchés. Le CBOT. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le CBOT? On a les treasuries, donc on a les obligations, on a les taux. Donc ça, c'est les taux. Les taux, ça peut être très intéressant à trader. Donc voilà un vrai marché sur lequel trader les taux. Et là, je parle uniquement à ceux qui s'y connaissent, aux fondamentaux, à l'économie, parce que vous ne pouvez pas vraiment trader les taux si vous ne suivez pas vraiment les fondamentaux. Et pourtant, il y a de très beaux trades à faire en swing trading sur les taux. J'en ai déjà placé un sur les 10-year Treasuries Notes. Donc voilà, donc si vous voulez placer un trade, en tout cas sur les taux ou les obligations, c'est sur le CBOT. Et sur le CBOT, on a évidemment le E-mini Dow Jones Industrial Average, donc qui est là, c'est celui-là, Average Index Futures, qui lui ne cote pas au CME, mais il cote sur le CBOT. Et vous voyez que lui, son minimum prix fluctuation, c'est directement 1 point. Il n'y a pas de tick. Un tick, c'est 1 point. Et il n'y a pas de 0,25 ou quoi. Et 1 point est égal à 5 dollars. Donc ici, vous voyez 5 dollars. Et pareil, si vous voulez trouver le micro, là, vous allez micro E-mini, Dow Jones Industrial Average Index Future. Et comme je vous ai dit, tous les micros sont divisés par 10. Donc là, pareil, le code, il est là. Et donc divisé par 10, ça fait que 1 point égale 0,5 cents par contrat. Voilà, par contrat. Sinon, on regarde d'autres marchés. Vous avez le COMEX. Donc sur le COMEX, ça va être surtout des matières premières, comme l'aluminium, le copper, le cuivre. Là, vous avez le gold. Beaucoup de traders gold. Ben voilà, vous voulez trader le gold, c'est sur le COMEX. Donc vous avez le gold, vous avez le micro-gold, vous avez le lithium, l'iron. Donc l'iron, c'est le fer. Vous avez l'argent, etc., etc. Et enfin, vous avez le NYMEX. Donc le NYMEX, ça va être là où vous pourrez trader le pétrole, qui peut être aussi très intéressant à trader. Vous pouvez trader le café, le cacao, le propane, le crude oil. Donc là, ici, crude oil futures, ça c'est le vrai marché. Vous pouvez trader des trucs de fou. Vous pouvez trader le riz, le jus d'orange. Il y a des trucs de fou que vous n'avez même pas idée que vous pouvez trader. Et comme chacun là est un exchange en lui-même, eh bien, si vous voulez le trader, il va falloir payer les flux. Donc, les data feed providers pour chacun pour pouvoir les trader et avoir les data. Donc, soit vous les prenez individuellement chez votre broker, donc par exemple chez MP, ou alors vous prenez le bundle, donc un peu plus cher, mais ça reste moins cher que si vous les prenez individuellement chacun. Et donc ça vous permet d'avoir accès et de pouvoir placer des trades sur chacun des marchés. Mais voilà, ça représente des petits frais, mais au moins vous avez accès au vrai marché. Et maintenant, pour commencer à toucher à sa fin de cette formation, on va regarder ce que c'est les marges et les prix. Donc là, vous voyez que pour acheter un Nasdaq en juin 2025, il faut avoir en maintenance, donc en marge, 31 556 dollars
côté long et côté short, quasiment 30 000 $. Ça, c'est le CME qui l'impose, donc c'est l'exchange. Donc vous ne pouvez pas avoir moins pour acheter un Nasdaq. Maintenant, votre broker peut exiger un autre montant, une autre somme de maintenance, parce que c'est chez lui que vous allez avoir votre argent, donc c'est lui qui doit s'assurer à ce que vous soyez solvable pour éviter toute crise ou tout défaut de paiement. Et donc, pour aller voir ça, vous allez simplement sur le site AMP, donc voilà, ici AMP, et vous allez dans Trading Info, Margins. Et là, vous pourrez voir les marges qu'il demande à AMP, qui sont quasiment les plus faibles. Donc là, on a vu le mini Nasdaq demandait 31 556 $ côté long, ou 30 000 côté short. Et là, vous voyez le mini Nasdaq, eux, ils demandent pour un trade en maintenance. Donc en maintenance, ça veut dire en overnight. Donc que vous voulez faire un swing, tout court, que vous voulez le garder sur plusieurs jours. Eux, ils demandent 35 714 $ pour garder un mini Nasdaq. Sachant qu'un mini Nasdaq, c'est gros, hein, comme on l'a vu, c'est 20 $ le point, c'est cher, quoi. Mais pour faire du day trading, ils vous demandent seulement 1000 $ sur votre compte pour placer un ordre sur le e-mini Nasdaq. Et 1000 $, c'est très accessible. Donc, vous voyez qu'avec 1000 $, vous pouvez placer un ordre sur le mini Nasdaq, ce qui représente un effet de levier de malade. Et comment on calcule l'effet de levier sur le marché des futurs? On prend simplement le prix du Nasdaq actuel. Donc là, le dernier prix, ça a été 21 283,50. Vous pouvez le voir sur TradingView ou sur n'importe quel marché. Donc vous faites 21 283,50 fois la taille du point, donc fois 20. Donc lorsque vous allez acheter un Nasdaq, un mini Nasdaq, donc le vrai Nasdaq, c'est comme si vous achetez quelque chose qui a une valeur de 425 670 $. C'est énorme. Et vous pouvez acheter ces 425 670 $ avec AMP pour seulement 1000 $ en day trading, si vous achetez et vendez dans la même journée. Donc, si vous faites 425 670 divisé par 1000, ça fait 425. Donc, vous avez un effet de levier de 425. C'est énorme. Donc, certains disent ouais, CFD parce que ça m'offre un effet de levier de x100 et tout. Et puis après, il y a un véritable débat là-dessus parce que certains disent ouais, mais trading, mais faut pas utiliser d'effet de levier, c'est trop dangereux, c'est risqué, etc. Alors oui, c'est certain que c'est risqué. Mais à un moment, lorsque vous avez des petits comptes, va falloir utiliser l'effet de levier pour monter en puissance et essayer de gagner des sommes minimum intéressantes. Et là, si vous gérez un minimum votre risque correctement, ce qui est entièrement faisable, vous pouvez avoir un effet de levier de 425. Quel broker CFD vous permet d'avoir un effet de levier tel? Alors je sais que beaucoup de traders retail passent chez les CFD pour avoir un effet de levier de malade. Sauf que pas du tout, ils en ont pas parce que alors que les futurs justement offrent un effet de levier beaucoup plus intéressant que que la plupart des brokers CFD. Maintenant, on regarde le marché des micros. Donc, le marché des micros, donc pareil, le micro, il cote à peu près ce prix-là aussi. Hein. Ou alors, je vais le chercher là, le micro Nasdaq. Voilà, je l'ai là. Le MNQ M5. Donc voilà, il cote finalement 21 284,5. Et vous voyez, donc c'est divisé par 10. Donc, ça veut dire qu'un point égale 2 $. Donc on va faire x2. Donc lorsque vous allez acheter un micro, c'est comme si vous achetez pour 42 569. Divisé par la marge que AMP oblige d'avoir sur nos comptes pour pouvoir placer un trade sur le micro Nasdaq qui est de 100 $. Donc c'est toujours divisé par 10. Donc divisé par 100, ce qui fait un effet de levier toujours de 425. Et voilà. Donc ça fait que vous voyez que ça représente un risque de trader sur les futurs, mais comme dans toute l'industrie du trading, c'est un risque. Lorsque vous placez un trade, c'est un risque. Sinon, vous gardez votre argent dans la banque, là, au moins, il ne sera pas risqué, mais vous gagnerez zéro. Et voilà pourquoi vous tradez en fait sur un vrai marché. Vous pouvez
grâce au micro, trader sur un vrai marché tout en gérant votre risque de manière optimale, tout en bénéficiant d'un effet de levier monstrueux. Et c'est ça la beauté des futurs. Vous avez en fait tout comme avantage, vraiment tout. La solidité des institutionnels, la solidité d'un véritable marché centralisé, régulé, structuré, et pas d'une arnaque comme les CFD, et qu'en plus de ça, ça vous offre un effet de levier énorme. Maintenant, pour finir cette formation, j'ai pas encore abordé un point qui est le sujet qui fâche, ce sont les commissions. Parce que c'est super important de connaître les commissions lorsque vous placez un trade, parce que si c'est trop important, ça va vous ruiner votre trading et c'est non plus pas le but. Donc là, il va falloir choper les commissions directement de votre broker. Et comme je vous recommande, c'est de passer chez AMP parce qu'ils font IB et FCM, le tout en même temps, qui sont très réactifs en service client et qui offrent les marges les plus faibles. Là, vous voyez en day trading, c'est les plus faibles. Avec rien, vous pouvez passer des trades sur les micros, à 40 $ sur l'IS, 100 $ sur le Nasdaq, 50 $ sur le Dow Jones. Où est-ce que vous verrez ça? Nulle part. Et en plus de ça, ils offrent les commissions les plus faibles aussi. Donc là, vous allez sur le site ampcostcalculator.com et là, donc, vous voyez qu'ils vous disent contrairement aux autres brokers qui séparent leurs commissions de toutes les autres frais des autres exchanges, comme les NFA, les plateformes et les routing fees, AMP a tout combiné les frais en une seule fois pour faire les choses simples. C'est facile, donc pour que ce soit facile d'utiliser ce calculateur de coûts. Et donc il va inclure la totalité des coûts, des frais que vous allez avoir dans votre statement. Donc chaque fois que vous allez placer un trade, le lendemain, vous allez recevoir un mail d'AMP qui va vous envoyer votre statement, donc tous les trades que vous avez placés à chaque prix que vous avez acheté, vendu pour tous les marchés. Et pour chaque transaction, il y a des frais. Il y a des frais d'exchange, il y a des frais NFA, il y a des frais de plateforme, il y a des frais de routing, tout ça. Eh bien, il vous fait les détails. Et lorsque vous placez un trade. Mais lorsque vous placez un trade, c'est que vous vous êtes déjà renseigné au préalable de combien ça coûte. Et là, vous avez le calculateur. Donc le calculateur, là, vous choisissez votre option. Si vous voulez avoir des tarifs encore plus avantageux et un taux fixe, il va falloir déposer un minimum de 10 000 $ ou l'équivalent. Vous pouvez déposer des euros aussi. Ça, c'est aussi l'avantage avec AMP. Ils sont basés en Amérique, mais ils prennent toutes les devises. Donc ça, c'est cool. Le GBP, l'euro, le dollar, le yen, etc. Donc ça, c'est cool. Maintenant, si vous voulez déposer moins de 10 000 $, c'est parce que ils ont cette option et c'est aussi cet avantage de ne pas avoir besoin de déposer beaucoup. Vous pouvez donc utiliser cette option de volume sur les flux et donc il va falloir déposer un minimum de 100 $. Et pourquoi de volume? Pourquoi? Parce que plus vous allez passer de contrats dans le mois, plus vous allez payer moins cher les fees, donc les commissions. Mais faut en placer des ordres. Hein. Si vous placez plus de 1000 trades, de 1000 contrats par le mois, faut y aller quand même, quoi. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous sélectionnez vos data feeds. Donc vous avez CQG, Rhythmic, Titi, Téton, Sierra Chart. Je connaissais même pas. Et voilà. Titi, il faut savoir, c'est le mastodonte sur le marché des futurs. 80% des volumes sur le marché des futurs sont directement placés sur cette plateforme, Titi. C'est Trading Technologies. Dans ma vidéo où j'ai présenté et expliqué ce que c'est le carnet d'ordre, je vous ai montré un exemple de Titi. Et donc, si vous êtes curieux, je vous invite aussi à aller la voir. Mais j'explique que c'est clairement la meilleure plateforme pour avoir un DOM, donc un carnet d'ordre vertical, ça s'appelle un DOM. C'est clairement le meilleur des DOM que vous pouvez trouver, c'est chez Titi. Et tous les institutionnels, tout le monde place leurs ordres chez Titi. Donc c'est un mastodonte. Ils ont le brevet d'ailleurs du DOM. C'est eux qui ont créé le DOM, donc le carnet d'ordre vertical. Et chaque plateforme qui l'utilise doit payer des royalties à Trading Technologies parce qu'ils possèdent toujours le brevet, le patent en anglais. Et donc, si vous voulez trader chez Trading Technologies, il va falloir passer par AMP. Et à ce moment-là, lorsque vous avez créé votre compte AMP, vous sélectionnez, lorsque vous faites la demande de flux, vous sélectionnez Titi. Et à un moment, on va vous demander la plateforme aussi. Donc, vous avez la plateforme standard et la plateforme pro.
La plateforme standard suffit amplement. Et là, vous voyez on vous met les fees, hein, donc les frais. Vous allez payer juste 100 balles par mois pour Titi service fee, voilà, c'est des frais de service. Et en plus de ça, vous allez payer 150 dollars par mois au minimum de transactions. Et ces 150 dollars, donc ils sont fixes dès le premier jour du mois, vous allez les payer. Et ensuite, ils vont être déduits par toutes les transactions que vous avez passées. Donc par exemple, vous avez passé un trade sur le Nasdaq, vous allez payer 2,65 per round, par transaction. Donc ça veut dire qu'un trade, achat-vente, ça va vous faire 2,65 x 2, ce qui fait 5,30 $. Et ces 5,30 $, ou alors si vous placez des micros, là pareil, 1,02 $, donc 2,04 $ par trade, ils vont être accumulés au fil du mois, au fil de vos trades, jusqu'à que vous atteigniez 150 $. Et une fois que vous dépassez ces 150 $ de frais de transaction, ils vont vous être facturés en plus. Mais là, sachez que Titi, ils se gavent. Ils se gavent pas vraiment. C'est les mastodontes, ils peuvent se le permettre. C'est la meilleure des plateformes. C'est juste un truc de fou. Maintenant, je conseille pas forcément, à moins que vous êtes spécialisé sur le trading de DOM, je vous conseille pas forcément de passer chez eux parce qu'ils sont quand même chers. Vous payez par mois au minimum 250 $ quand même. Hein. Alors que personnellement, de base, ouais, je tradais toujours avec Rithmic. Et lorsque vous tradez sur les propres firmes futures, on passe aussi chez Rithmic. Mais Rithmic, si vous voulez trader avec Rithmic sur votre propre compte futur, vous allez payer de frais d'utilisateur 25 $ par mois. Fixe, ça c'est fixe. Plus les commissions. Donc là, vous sélectionnez votre plateforme. Moi, je trade avec Sierra Chart. Vous voyez qu'il n'y a pas de frais qui s'ajoutent. Les frais Sierra Chart, c'est directement moi qui dois les payer sur Sierra Chart pour avoir le droit d'utiliser la plateforme, le logiciel. Et donc ça, il me les met pas parce qu'il y a pas, Sierra Chart ne me facture pas des frais de transaction lorsque je place un trade chez eux. Et voilà pourquoi il me met rien. Et vous voyez qu'on on a on n'est plus à 5,30 $ par exemple sur le e-mini Nasdaq, mais on est à 4,50 $ par trade. C'est déjà plus intéressant, sachant qu'un tick c'est 5 $. Donc du moment où vous achetez un Nasdaq et que vous gagnez un tick, vous êtes rentable. Vous gagnez, donc un tick c'est 5 $, et là, un trade va vous coûter 4,50 $. Donc du moment où vous encaissez un tick, vous gagnez 50 cents. Et après, ça ajoute plus 5 par tick. Ou alors, le micro Nasdaq, c'est 0,62, ce qui fait 1,24 par trade. Sachant qu'un tick sur le Nasdaq, c'est 50 centimes. Donc il va falloir au moins gagner 3 ticks, 1,50 $ pour être rentable et pour payer ce 1,24 $ de transaction. Voilà. Donc voilà pour Rithmic. Mais donc ouais, j'aimais bien trader avec Rithmic. Sur propre firme, on trade tous avec Rithmic lorsqu'on trade sur une propre firme future. Ou du moins normalement, généralement je pense. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai toujours tradé propre firme, sur propre firme avec des flux Rithmic. Mais pour mon usage personnel avec mon propre compte, quand j'ai vu qu'il y a 25 $ de frais pour rien, je me suis dit CQG, hein, ça va aller chez CQG. Ils ont toujours été là, ils sont très solides, ils ont leur propre infrastructure aussi de routing, donc ça c'est très intéressant. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais d'utilisateur ou quoi, donc c'est très, très intéressant. Et donc vous avez les mêmes frais lorsque vous placez un trade sur le micro Nasdaq, le micro IS, ou alors le e-mini Nasdaq, c'est les mêmes, sans avoir ces 25 $ de frais fixes. Et ça marche très bien, Donc voilà pour ce qui est des commissions et de mon trading sur futur. Donc je passe sur Sierra Chart, j'ai connecté les flux CQG. Et lorsque je place un trade, donc j'ai tous les flux CQG en live et historique. Et lorsque je place un trade, CQG s'occupe de tout. Voilà. Je fais très simple. J'ai centralisé plus ou moins les choses et ça se passe très bien. Donc AMP, il n'y a pas de lien d'affiliation ou quoi. Je suis pas affilié avec eux, hein, mais c'est juste vraiment par honnêtement, c'est vraiment eux que je recommande et que je conseille parce qu'ils sont très bons, très bien.
vous cliquez sur Sign Up et vous suivez les instructions. Et ensuite, lorsque vous serez connecté à votre compte client, espace client, vous faites Trade Desk et vous faites la demande simplement de vos data flux que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez faire pareil que moi, c'est CQG et après, on va vous donner les accès. Et avec ces accès, vous les connectez à votre plateforme de front-end, votre plateforme d'exécution. Cantower, c'est gratuit. Moi, j'utilise Syrachart pour faire mes analyses sur Syrachart. Et en même temps, je place mes trades aussi sur Syrachart. Avant, je les connectais à Bookmap. Maintenant, je n'utilise plus Bookmap. Mais voilà, vous avez compris maintenant l'idée avec toute la formation, en tout cas, que je viens de vous faire et je viens de vous donner. Donc, normalement, maintenant, vous êtes capable de faire votre propre chemin, votre propre parcours sur le marché des futurs en comprenant tous les tenants et les aboutissants de ce magnifique marché qui est le vrai marché tout simplement, qui est régulé et centralisé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été très utile, que vous aurez appris beaucoup de choses et que je vous aurai potentiellement donné envie de vous aventurer sur ce marché-là qui peut que vous apporter des bénéfices et des avantages. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et je pense qu'il peut y en avoir pas mal, des questions. C'était tout pour moi pour cette formation, pour ce que j'avais à vous partager. Du moins, je vous ai, je pense, presque dévoilé toutes mes connaissances sur ce sujet. Ou du moins presque, hein. Bien sûr, je ne peux pas tout dévoiler non plus dans une seule vidéo. Mais en tout cas, là, vous avez le principal et vous avez tout pour faire vos premiers pas sur le marché. Et croyez-moi que vous saviez même, avec toutes ces informations, bien plus que la majorité de ceux qui tradent sur Futur, des traders retail. Donc j'espère que vous en ferez bon usage de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. C'était Florent de Finevrest. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on